Bonjour à tous. Donc pour ceux qui sont déjà là, pour ceux qui sont déjà là aujourd'hui, je voudrais me présenter rapidement. Je suis le CEO de Beanstalk, qui est une boîte que vous connaissez peut-être, qui accompagne des particuliers depuis maintenant plus de 2 ans dans leur investissement locatif partout en France et bientôt en Europe. Beanstalk, c'est comme se loger, hein. C'est une marketplace, c'est une plateforme, mais avec 3 grandes différences. La première, c'est que vous ne voyez que de l'investissement locatif. La deuxième, c'est qu'on vous donne toutes les informations nécessaires pour savoir ce que vous voyez, hein, pour comprendre l'investissement que vous avez en face de vous. Donc, on vous dit combien vous pouvez louer le bien, combien il y a de charges de copro à prendre en compte, combien il y a de travaux à faire, comment est géré l'immeuble, le quartier, enfin bref, vous avez tout. Et la troisième grande différence, c'est que si vous décidez d'acheter un des biens qui est présent sur la plateforme, on va vous accompagner tout au long du parcours d'investissement. Donc, c'est vraiment ça, Beanstalk, en quelques mots. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est très particulier, très, très particulier. Vous l'ignorez pas, hein, ça fait 2 ans qu'on a lancé cette boîte, on s'est tapé 3 confinements. Là, c'est la 7e vague, hein, il me semble. Maintenant, on nous parle de la variole du singe. On a une crise économique qui a commencé fin de l'année dernière et qui s'est aggravée à cause de la guerre en Ukraine. Donc bref, il se passe plein de choses, tout le monde est un peu perdu. Et dernièrement, il s'est passé quelque chose de vraiment génial sur le marché IMO, à savoir que les taux sont passés de incroyablement bas à bas, mais pas si bas que ça. Et on a une rapide évolution de marché qui est difficile à comprendre. Et je vois, donc je vous le dis à titre personnel, moi j'ai beaucoup investi. Je connais bien l'investissement locatif à titre perso. Et je vois beaucoup de choses qui se disent qui me semblent pas toujours très claires dans la tête des gens. Je vois, les gens s'inquiètent. Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que les taux vont monter? Jusqu'où? C'est des questions compliquées. Et donc, l'idée, c'était de donner mon éclairage sur le sujet pour vous aider peut-être ou ne rien vous aider. Enfin, peut-être que ça ne vous aidera pas. Mais en tout cas, c'est l'objectif du jour. C'est d'essayer de vous donner une vision un peu plus mathématique du sujet. Donc, je vous le dis, ça, c'est les 2 grandes questions que j'entends tout le temps. Est-ce que les prix vont baisser et est-ce que les taux vont monter? Donc là, je vais vous répondre tout de suite. Est-ce que les prix vont baisser? Je n'en ai aucune idée, j'en aurai jamais aucune idée parce qu'il y a des milliards de questions. Est-ce qu'ils vont baisser à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 6 ans, 20 ans? J'en sais rien. Mon objectif là, vous l'avez compris, c'est de vous montrer que c'est une mauvaise idée d'essayer d'appuyer des raisonnements sur cette hypothèse, que ça baisse ou que ça monte, j'en sais rien. D'ailleurs, conseil, quand vous sentez que ça va monter, n'achetez pas parce que ça va monter. Et quand vous sentez que ça va baisser, ne prenez pas en compte la future baisse complètement hypothétique comme un argument majeur de votre investissement. Ce qui n'empêche pas que parfois vous fassiez de très bonnes affaires en termes de plus-value, mais je vais vous montrer que c'est loin d'être le caractère, le paramètre défini, qui décide de si l'investissement est bon ou pas. Et enfin, est-ce que les taux vont monter? Alors, soyons clairs. Alors, il y a un chiffre qu'il faut que vous regardiez le matin. Moi, je regarde tous les matins. D'ailleurs, je dis ça, je ne l'ai pas vu ce matin, donc je vais aller le voir pour ne pas vous dire de bêtises. C'est ce qu'on appelle l'OAT. Donc, c'est le taux d'emprunt de la France à 10 ans. Et ce taux d'emprunt, il était en négatif jusqu'au mois de janvier. Et il a commencé à augmenter considérablement. Et en fait, ce taux auquel emprunte la France sur 10 ans sert souvent de repère pour savoir où seront les taux IMO à horizon 6 mois. En général, il faut considérer qu'une banque, si elle vous prête à 1%, c'est qu'elle s'est financée elle-même à 0 à peu près. Et donc, c'est là qu'elle fait ça. Enfin, l'OAT doit être à peu près à 0 pour qu'elle vous finance à 1%. Là, on a un OAT qui est à 1,8. Qui est monté d'ailleurs à 2,4 à un moment dans les dernières semaines, donc il a bien redescendu, mais là il est à 1,8. Donc dites-vous qu'en théorie, mais c'est purement théorique, on est censé monter jusqu'à 2,8% sur 20 ans de taux d'emprunt. Encore une fois, c'est une théorie, elle ne vaut pas grand-chose. Ce qui est vrai, c'est que les taux ont augmenté et qu'on est dans un marché qui a évolué à cause de ça. Est-ce que les prix vont baisser pour autant? Pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant, nous, je vous le dis, en tant que boîte qui vend des apparts, on voit toujours autant de liquidités et d'activité sur le marché. Est-ce que les taux vont continuer à monter? Je ne sais pas, mais il y a des chances que oui. A priori, là, tant qu'on n'a pas atteint l'OAT, l'OAT plus 1, il y a des chances que ça monte. Et il faut que vous compreniez quelle implication ça a. Donc, je vous montre un petit calcul que moi, je me suis fait un jour. Parce que je me souviens quand on m'avait dit que les prix avaient beaucoup augmenté dans l'IMO à Paris entre 2008 et 2020. C'était vraiment le gros sujet pour tout le monde. Je leur montrais qu'en fait, si vous incluez dans le calcul le prix de l'emprunt,
les prix, ils n'ont quasiment pas bougé à Paris. Parce qu'en même temps que les prix augmentaient, les taux d'intérêt baissaient. Et donc, le prix du mètre carré, si on incluait le taux de l'emprunt, le coût de l'emprunt, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, je vous donne un petit exemple ici. Si j'emprunte 10 000 euros sur 20 ans à 1,8%, le crédit me coûte 1 915 euros sur 20 ans. Donc, ça me fait un total de remboursement de 10 000 plus 1 915. Si j'emprunte à 3% des 10 000 euros, c'est 3 310 euros en plus. Donc, si je récapitule, si je parle en termes de prix au mètre carré à Paris, le prix du mètre carré à Paris, aujourd'hui, il me coûte 11 915 euros si j'inclus le crédit. Dans 6 mois, il me coûtera 13 300. C'est ça que ça veut vraiment dire. Et pour compenser cette hausse des taux, en fait, il faudrait quand même sur 6 mois une baisse du prix du mètre carré à Paris de 10,5%. Donc, je vous mets ce chiffre pour que vous vous rendiez compte qu'a priori, la baisse des prix, elle ne suffira pas à compenser la hausse qu'on a vécue. Déjà là, depuis 6 mois, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais si j'aurais peut-être dû faire le calcul sur ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, vous vous rendriez compte déjà qu'à Paris, les prix ont augmenté de 6% depuis le début de l'année, ne serait-ce qu'à cause de l'augmentation des taux. Et pourtant, tout le monde dit que les prix baissent à Paris. Je vous dis, il n'y a jamais eu autant de transactions à Paris. En ce moment, c'est en train de repartir. Et pourtant, effectivement, le prix du mètre carré, lui, il ne bouge pas, il stagne, il a plutôt tendance à stagner. Mais vu que l'emprunt se renchérit, ça coûte de plus en plus cher. Donc, ne vous faites pas trop d'illusions sur combien vous pouvez tirer de la baisse des prix, surtout à moins que vous payiez en cash. Là, c'est très différent, mais si vous ne payez pas en cash, profitez que le taux soit bas. Et ça va être vraiment ça la grande conclusion. Donc, je vais vous dire, moi, comment je réfléchis à tous ces sujets-là. C'est une formule qui est moche. Ouais, elle est moche, regardez là. ROE, il y a du net, je vois même que j'ai oublié. Ah non, c'est bon, je ne l'ai pas oublié. Donc, c'est une formule qui ne fait pas rêver. Le but, c'est qu'à la fin, quel que soit votre niveau aujourd'hui, je ne connais pas vos backgrounds, je ne sais pas, il y en a qui sont très forts en finance, d'autres qui sont très forts en IMO, d'autres les deux, d'autres ni l'un ni l'autre. Le but, c'est que tout le monde comprenne cette formule à la fin de la présentation. Donc, avant de commencer, je voulais vous refaire un petit point sur un sujet que je trouve intéressant. C'est qu'il y a un an, je montrais ça déjà quand je faisais la formation aux employés qui arrivaient chez Finstock. Et ça n'a jamais été autant d'actualité. Donc, je vous le montre, comme ça, vous vous rassurez pour ceux qui envisagent d'acheter ou qui l'ont déjà fait. Sachez que pour ceux qui l'ont déjà fait, vous avez eu une très bonne idée de le faire. Et je vais juste vous démontrer très rapidement pourquoi on dit que l'investissement locatif protège de l'inflation. La première raison, c'est parce que, et c'est la raison ultime, c'est vraiment la plus belle des raisons, c'est parce que votre taux il est fixe. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, quand on va voir la banque, on lui demande à combien elle nous prête, quand elle vous dit que vous allez rembourser 1 000 euros par mois pendant 20 ans, c'est 1 000 euros par mois pendant 20 ans. C'est pas 1 001, c'est pas 999, c'est pas 1 100 ou 900. Ça ne bougera pas, ce sera 1 000. Donc, peu importe ce qui se passera derrière en termes de revenus ou de coûts, vous gagnerez, vous paierez toujours à la banque le même montant. Or, de l'autre côté, vos revenus locatifs, sachez qu'en France, une des difficultés de ce marché, c'est qu'il est très difficile d'augmenter un loyer. Donc, pour ceux qui connaissent le marché, vous le savez, augmenter un loyer, c'est illégal en France d'un locataire sur l'autre. Il y a quelques exceptions, quelques situations dans lesquelles vous pouvez augmenter un loyer. La seule explication qui est fréquente, celle qui va vraiment vous concerner ici, c'est l'inflation. La seule bonne raison d'augmenter un loyer avec le temps, c'est l'inflation. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, ils ont plafonné l'augmentation possible du loyer l'année prochaine, parce qu'ils se sont rendus compte que si on permettait aux gens d'augmenter autant que l'inflation, ça créait des vrais déséquilibres sur le marché. Et donc, on a aujourd'hui un taux qui est fixe, donc un remboursement à la banque qui est fixe pour les 20 prochaines années, et un loyer qui va avoir tendance à augmenter grâce à l'inflation. C'est ça qui fait que vous êtes protégé de l'inflation mieux que voilà, imaginez, parce qu'aujourd'hui, si votre patron vient vous voir et il augmente votre salaire en réaction à l'inflation, vous êtes content, mais d'un autre côté, ça n'a fait que rattraper l'augmentation de vos coûts. Si derrière tous vos coûts ont augmenté, votre salaire, il fait que compenser l'augmentation ne fait que compenser la hausse des coûts. Là, vous n'avez pas de hausse de coûts. Vous aurez un taux qui est fixe jusqu'à la fin des temps. Et par contre, votre loyer va avoir tendance à augmenter. Il y a un troisième argument qui est utilisé en général, mais auquel moi je crois relativement peu dans notre marché, c'est l'augmentation des prix de l'immobilier grâce à l'inflation. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'en théorie, étant donné l'augmentation des coûts de la construction, on est censé avoir des prix qui sont tirés vers le haut du mètre carré. C'est logique, si pour construire un promoteur, il a besoin de payer lui 10 000 euros le mètre carré au lieu de 9 000 à cause de l'inflation, il va devoir vous le refacturer plus cher. Donc,
C'est un argument qui se tient, hein, il fait partie de la vie de tous les jours. D'ailleurs, de la même façon, si les loyers augmentent à cause de l'inflation, bah, les rendements théoriques vont augmenter, donc les prix du mètre carré vont à nouveau augmenter. Bref, il y a des raisons de le penser. Je vous dis juste de faire attention à cet argument. Moi, je m'appuie assez peu dessus. Comme vous l'avez compris, je suis très réticent dès lors qu'il s'agit d'anticiper une hausse ou une baisse de prix. Je préfère me dire que ce sera une bonne ou une mauvaise surprise et de faire tous mes calculs en fonction de choses que je maîtrise. Donc, maintenant, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc là, on va définir la rentabilité, parce que la rentabilité, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le marché. On voit tout, hein, c'est très compliqué de définir, on utilise tous ce mot, on ne veut pas dire les mêmes choses. Déjà, il y a la rentabilité brute, la fameuse, celle que quand vous la voyez, il faut fuir la personne qui vous en parle, hein, quelqu'un qui vous affiche une renta brute. A priori, il est en train d'essayer de vous cacher quelque chose et même si derrière il est très transparent, il a essayé de vous attirer, hein, c'est un argument marketing. Donc, soyez attentif à ça, on ne parle pas en renta brute, c'est illusoire, il y a beaucoup de dégâts qui sont causés à cause de ça. Donc, la renta brute, en général, c'est le loyer brut, le loyer que vous touchez de votre locataire, divisé par le prix du bien. On va directement passer au niveau d'après parce que c'est vraiment complètement inutile. Alors nous, il y a un deuxième niveau qui est la rentabilité nette. On regarde. Ce qu'on appelle le net, ici, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, on s'est posé une question. Quels sont les coûts, quelles sont les charges, que ce soit du fixe ou du variable, que je vais de toute façon devoir payer, qui que je sois, qui sont prévisibles à la fois en nature, c'est-à-dire que je sais que je vais devoir la payer, et en montant, c'est-à-dire que je sais combien je vais payer. Et là, on a trouvé en coût variable deux coûts que je peux prévoir de façon très rigoureuse, à savoir les charges de copropriété et la taxe foncière. Donc ça, on va systématiquement les déduire du loyer. Et dans l'enveloppe totale, on va systématiquement inclure, en plus du prix du bien, les frais de notaire, les travaux, les frais d'agence, qui sont des points essentiels. Mais vous l'avez compris, même ça, même s'il est vrai que c'est bien parce que ça donne une version objective de la rentabilité d'un bien, la rentabilité locative, vous avez énormément de frais qui ne sont pas pris en compte ici. Et en particulier, donc là, je vous fais une petite liste qui n'est pas exhaustive de tout ce qu'on pourrait encore enlever. Donc voilà tous les types de coûts majeurs qu'on a tendance à oublier. Donc la vacance locative, hein, c'est quelque chose qui fait très peur aux investisseurs. Le turnover, à chaque fois que je change de locataire, soit je dois aller moi le changer, soit je passe par une agence qui me facture des frais. Les travaux imprévus par définition sont imprévisibles. L'assurance emprunteur, vous la paierez tout le temps, ne l'oubliez pas. Les intérêts d'emprunt, plus que jamais, prenez-les en compte. L'assurance habitation que vous payez en tant que propriétaire, les frais de gestion locative si vous décidez de passer par une agence, ou j'aurais même pu ici mettre l'assurance garantie loyer impayé. Il y a également les impôts. Alors évidemment, vu qu'on parle de meublé ici, il y a assez peu d'impôts, soyons clairs, hein, ça met un bon bout de temps avant de devenir une source d'impôts très lourde, mais c'est quand même à prendre en compte, notamment si vous avez des rentas qui sont très élevés, en fait, les impôts, vous commencez à en payer très rapidement. Dès lors que vous dépassez, je crois que c'est 6% de renta nette, vous êtes au-dessus vous êtes au-dessus du seuil où vous avez à payer des impôts. Mais il y a également des bonnes nouvelles, attention. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas, qu'on ne sait pas prévoir et qui viendront augmenter cette fois votre rentabilité réelle, à savoir la plus-value, celle que tout le monde connaît, mais également l'augmentation de loyer. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne la regardait pas tellement celle-là en France, hein, parce que l'inflation, l'indice IRL que vous pouvez utiliser pour augmenter votre loyer, c'était vraiment peanuts. Aujourd'hui, on est dans un monde où ça commence à augmenter considérablement le potentiel d'augmentation de loyer. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je vois que j'ai une petite question qui m'a été posée. Vous pouvez poser des questions d'ailleurs, hein, sur le chat. On me demande si je peux augmenter un loyer si l'ancien locataire avait un loyer qui était trop bas. C'est une très bonne remarque. C'est une des trois circonstances dans lesquelles on peut augmenter le loyer. C'est dans le cas où vous aviez un loyer qui est considéré comme manifestement sous-évalué. Si vous étiez à 400 € pour un bien qui en vrai se vaut 1200, évidemment, vous pouvez le mettre à 1200. Mais c'est rarement dans ce cas-là que nous nous trouvons. Donc, les augmentations de loyer, sachez que dans d'autres modèles, typiquement aux États-Unis ou en Angleterre, leur modèle s'appuie essentiellement sur l'augmentation de loyer. C'est là qu'ils vont chercher leur rentabilité. Et là, je vous avoue, la vérité, c'est que tout ça, ça sert à rien. Voilà, c'est le grand moment un peu spectaculaire de cette présentation. Je ne ferai pas plus spectaculaire. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la rentabilité locative, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'aurait d'importance que si vous achetiez le bien en cash. Donc, si vous n'aviez pas de crédit.
Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. On va prendre un petit exemple. Donc moi, j'achète un bien qui vaut 200 000 euros. Je mets 20 000 euros d'apport. Voilà, la banque m'a convaincu de mettre 10% d'apport. Je rembourse à la banque 850 euros par mois et je perçois 750 euros de loyer net en LMNP. Donc je suppose que je ne paye pas d'impôt. Donc je vais sortir de mon compte en banque à moi, chaque mois, je vais sortir 100 euros. Okay, ça représente 24 000 euros sur 20 ans. Donc moi, j'ai mis 20 000 euros d'apport et pendant 20 ans, je vais sortir petit à petit 100 euros. Au total, ça me fait sortir 24 000 euros. J'ai donc, je vais également prévoir 6 000 euros de travaux imprévus. Comme ça, on a toujours mieux d'avoir des bonnes que des mauvaises nouvelles. Donc, on anticipe le pire. Donc, au total, moi, j'ai sorti de ma poche 20 000 plus 24 000 plus 6 000 égale 50 000 euros de ma poche. Et comme j'ai fini de rembourser mon crédit, je possède un bien qui vaut, admettons, 200 000 euros. Et admettons qu'il n'ait pas bougé en valeur. Donc, moi, j'ai mis 50 000 euros et le bien, il vaut 200 000 euros. Je le possède, ça y est, si je le revends aujourd'hui, j'ai 200 000 euros qui arrivent sur mon compte. Ça, c'est une progression annuelle de 7,2%. Voilà, donc là, on est en train de se dire que chaque année, mes 50 000 euros, en les mettant dans cet investissement, j'ai augmenté mon capital de 7,2% d'euros par an. Je vous rappelle que le livret A est à 1%. D'accord, je vous rappelle que la bourse, bon, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de faire du rendement quel qu'il soit. Mais même si vous aviez été extrêmement chanceux et que vous étiez rentré en 1980 et que vous n'aviez pas bougé du CAC 40, vous auriez fait un rendement à 3,5%. Donc, c'est important que vous ayez à l'esprit cet élément-là. C'est ça le vrai retour sur investissement. C'est ça qu'on va appeler désormais entre nous le retour sur equity. Donc, return on equity en anglais et en français, nous on traduit par retour sur les capitaux investis. C'est comme ça que nous on l'appelle, c'est le fameux RCI de Beanstalk. Donc, sur chaque annonce, vous allez voir le RCI. J'ai donc ici un exemple qui va vous permettre de voir que vous avez 7,2% de rendement réel sur l'argent que vous avez mis de votre poche. Donc, c'est ça qu'il faut comparer au livret A, c'est ça qu'il faut comparer à la bourse, c'est ça qu'il faut comparer au reste. Alors que votre rentabilité locative, c'était 4,5% net. D'accord voilà, donc, ah oui, et juste pour info, j'ai fait le calcul. Si vous mettiez ces 50 000 euros sur le livret A pendant 20 ans, vous auriez 61 000 euros versus 200 000 avec l'investissement locatif. Donc, c'est de là que vient la vraie puissance de l'immobilier locatif, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, je voulais vous montrer un petit exemple. On prend un exemple, donc j'ai un appart qui me rapporte 700 euros par mois, c'est un 14 mètres carrés à Paris, je l'ai payé 160 000 euros. J'ai fait des travaux, j'ai payé des frais d'agence, des frais de notaire. J'ai financé mon apport, j'ai mis de l'apport, j'ai emprunté à 2% sur 20 ans. Je paye tant de charges. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de paramètres que j'ai renseignés. Les charges de copropriété, l'assurance PNO, la taxe foncière, la gestion locative que je suppose que je paye à 5% par mois, des travaux imprévus, je suppose 300 euros par mètre carré sur 20 ans. Et je suppose que le loyer ne bouge pas et que le prix du bien ne bouge pas. Vous avez à droite le tableau qui vous donne les résultats. Donc, la renta nette, vous vous souvenez, hein, c'est le deuxième niveau. On était à 3,8. En renta réel, on est à 2,5. Donc, déjà, vous voyez qu'entre le net et le réel, il faut faire très attention. On ne se fait pas, déjà, donc quand quelqu'un nous parle en brut, il faut le fuir. Mais alors, même en net, on est encore qu'au début du vrai travail. Mais ce qui est le plus important, c'est que si on regarde le retour sur equity maximum que vous pourrez faire avec ce bien, c'est 3,11, donc ni 3,8 ni 2,5. Mais d'une certaine façon, moi, ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est que la rentabilité réelle, donc la vraie, parce que la renta nette, elle ne sert pas à grand-chose ici, hein, la renta réelle, donc si je prends en compte tous mes frais, elle est inférieure au retour sur equity que je fais. D'accord? Donc là, je vous ai pris un bien quelconque, je fais du 3,11%. Donc 3,11 net de tout ce que vous voulez, c'est le rythme d'augmentation de mon equity pendant dans le cadre de cet investissement. Maintenant, j'ai voulu vous montrer ce qui se passait si je négocie le prix du bien. Donc, tout à l'heure, j'étais à 160 000 euros, je vous remontre, prix du bien 160 000. Et là, je me mets à 150 000. Donc, imaginez, pour ceux qui attendent désespérément les baisses de prix, voilà, voyez ce que vous pouvez obtenir si vous arrivez à faire une belle négociation, de passer de 160 à 150. Vous faites passer la renta réelle à 2,72, la renta nette à 4,1 et le retour sur equity maximum à 3,66. Donc, vous voyez que ça a un impact. Après, à vous d'estimer à quel point il est important pour vous
Je vous montre un autre type d'impact. Je négocie, donc mon taux, j'attends qu'il remonte à 2,5. Je continue d'attendre, j'emprunte, au lieu d'emprunter en juillet 2022, j'emprunte en octobre 2022. Donc je paye 2,5. Donc vous voyez que là, mon retour sur equity max qui était à 3,11, il passe à 2,67. Donc vous voyez, l'impact est assez sévère. Je vous montre un autre exemple. Si j'augmente la durée d'emprunt, imaginez que j'arrive à négocier avec ma banque d'emprunter sur 300 mois, donc sur 25 ans au lieu de 20 ans. Là, leur retour sur equity, il augmente assez considérablement. Il passe de 3,11 à 3,54. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Je vous montre maintenant un point assez intéressant. Regardez ce qui se passe si j'augmente mon loyer d'1% par an. Voilà ce que devient mon return on equity. C'est de très loin ce qui a eu le plus d'impact. Et je parle d'1% par an. Je ne parle pas de 50%, hein, je parle de 1% par an, ce qui est tout à fait cohérent. J'augmente mon retour sur equity à 4,66, avec tout le reste étant égal par ailleurs. Hein. Maintenant, je vous montre ce qui se passe si j'augmente le loyer. Donc je vous montre ce qui se passe si le prix du bien baisse de 1% par an. Donc imaginez que l'appart que vous achetez, au lieu de valoir 160 000 euros, il valent 125 000 euros à la fin des 20 ans. Donc voilà, vous avez fait une mauvaise affaire, désolé pour vous. Votre retour sur equity est passé de 3,11 à 2,07. Et ce que je voulais vous montrer en dernier, après je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'outil qui est derrière tout ça, c'est si je fais les deux, si j'ai et l'augmentation de loyer et la baisse du prix, vous constatez que le retour sur equity, il est plus élevé que mon retour initial. Donc, ça veut dire que l'augmentation de loyer a beaucoup plus d'impact sur mon rendement que la baisse du prix du bien. Or, d'où vient l'augmentation de loyer? De l'inflation. Quel est le principal moteur d'augmentation de loyer? C'est l'inflation. Donc, en fait, aujourd'hui, alors c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont acheté, évidemment, hein, plus le différentiel entre combien vous empruntez et l'inflation est élevé, et plus vous bénéficiez de cet effet-là, puisque votre taux il est inscrit dans le marbre, mais vous voyez votre loyer qui augmente avec le temps. Donc finalement, en fait, ce qui est terrible dans cette histoire, et c'est terrible parce que ça fait très cynique de le dire, mais c'est les maths qui parlent, c'est que plus on a d'inflation, plus j'aurai de retour sur equity, et plus je battrai l'inflation. C'est ça qui est terrible. Donc, je finis avec, je continue avec quelques petites remarques. Donc, la première remarque, c'est que plus vous avez de surface, je vous conseille juste de faire attention à ça, plus vous avez de surface dans vos appartements, plus les travaux imprévus et l'assurance P&O sont chers. Donc, prenez-le en compte. De toute façon, je vous le dis, on est en train de développer un outil pour que vous voyez toutes ces choses-là, mais je vous dis juste de faire attention à ces points-là, notamment pour ceux qui prévoient d'acheter des immeubles de rapport ou des colocs. Faites attention. Il vaut mieux acheter des petites surfaces, pas juste parce que ça se gère mieux, mais aussi parce que vous avez des travaux et des coûts qui sont beaucoup plus bas sur la longue durée. Donc, je vous le précise ici. Une autre petite remarque que je voulais vous faire, c'est que les intérêts d'emprunt, donc quand on passe de 2 à 2,5% de taux d'intérêt, dites-vous qu'en réalité, vous êtes un peu passé de 2 à 2,25 parce que vous avez la possibilité de déduire toute cette augmentation de vos revenus locatifs et donc ça réduit l'impôt que vous paierez dans le cadre de cette acquisition. Donc, d'une certaine façon, si vous gardez suffisamment longtemps le bien, tous ces surcoûts-là sont à nuancer parce qu'ils vous coûtent en réalité que la moitié. C'est un peu comme quand les frais d'agence que vous payez à une agence ou des travaux que vous payez, en réalité, ils vous coûtent à vous la moitié. Voilà, je veux juste que vous vous rassuriez là-dessus. Quand on passe de 2 à 2,5, l'impact, vous l'avez vu, il n'était pas non plus considérable, mais il était quand même existant. Dernière remarque, qui est plus un conseil, mais on va revenir dessus dans la slide d'après, c'est que quand vous faites un investissement locatif, gardez à l'esprit que le critère numéro 1, la raison pour laquelle les Français sont fous amoureux d'investissement locatif, en particulier dans ce contexte-là, c'est parce que c'est prévisible. Donc, faites-moi plaisir, faites tout ce que vous pouvez pour éviter d'acheter des biens dans lesquels il y a des problèmes potentiels qui sont importants. Notamment, quand on achète une grande surface dans un immeuble, dites-vous que vous avez une grande cote-part dans la copro et que si demain il y a des travaux, et il y en aura, pour refaire la cage d'escalier, après, parfois c'est de l'esthétique, une cage d'escalier c'est esthétique, parfois c'est structurel et vous n'avez pas le choix. Quand on vous dit qu'un immeuble va s'effondrer si la copro ne fait pas 500 000 euros de travaux et que vous en représentez 10%,
bah, vous les paierez les 50 000 euros, il faut les avoir. Et je parle notamment à ceux qui achètent des immeubles de rapport, faites attention à ça. Vous êtes, dans le cas d'un immeuble de rapport, vous êtes 100% de la copropriété. Je dis ça, je dis rien. Faites attention également au turnover qui peut être important quand on achète bah, notamment un immeuble de rapport. On se retrouve très souvent dans des zones où les locataires restent pas longtemps, où il y a de la vacance locative également, où on a du mal à trouver des bons locataires, on a du mal à trouver des locataires tout court. On se retrouve avec des impayés plus facilement parce qu'on choisit moins les locataires, il y a moins de concurrence. Éviter les immeubles où il y a des structures où vous vous inquiétez un peu, vous vous dites, oh là là, je sens qu'il y a beaucoup d'humidité. Typiquement, pareil, les DPE, faites attention quand vous achetez un DPE qui est mal noté, faites attention à ne pas vous embarquer dans une mauvaise histoire. Vérifiez avec un professionnel que vous savez comment régler le problème du diagnostic de performance énergétique, parce que ça commence à devenir une vraie problématique qui peut changer tout votre modèle. Donc voilà, comme je vous le disais rapidement, les 4 grands critères que je vous donne pour éviter d'avoir à subir les mises à jour régulières de votre modèle qui font que tout ce que vous avez calculé initialement était faux. Parce que tout ça, ça a 1000 fois plus d'impact que de savoir combien vous avez payé votre prix du mètre carré ou combien vous avez payé votre taux. Hein. Tout ça, vous faites des erreurs, vous les payez extrêmement cher, donc faites très attention. L'attention locative, on fait très attention. S'il y a trop de vacances locatives, c'est très embêtant. N'achetez pas dans un endroit où revendre est très compliqué, où il y a peu de liquidité, parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et il vaut mieux, a priori, il y a plus de chances que les prix se maintiennent dans des grandes agglomérations où il y a une très forte demande. Le turnover, bah pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, ça coûte cher. Et derrière, le fameux conseil que je vous donne, nous on appelle ça en interne la scalabilité de la surface. C'est un terme qui veut absolument rien dire, mais qu'on utilise en interne, qui définit l'idée que plus vous achetez grand, plus vous êtes exposé aux grosses dépenses de copro ou aux travaux dans votre logement, et que ça peut poser des gros problèmes sur votre modèle qui initialement avait l'air très joli. Donc, conclusion, et après ça, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil. Comme ça, vous le verrez de vos propres yeux. C'est ce qu'on est en train de développer et sera bientôt mis à disposition du marché. La première conclusion, mathématisez tout ce que vous faites. N'écoutez pas les rumeurs, n'écoutez pas. Voilà, moi je voyais hier, j'ai mis un post sur LinkedIn pour faire la promotion de ce webinar. Il y a quelqu'un qui a réagi en disant, et peut-être que cette personne est là aujourd'hui, je la salue, en disant que ce qui était anormal, c'était d'emprunter à 0,5 sur 20 ans et non pas de ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire anormal. Je ne sais pas ce que ça veut dire être fou. Je ne sais pas pourquoi l'un serait plus choquant que l'autre. Dans l'absolu, il n'y a aucune dimension spirituelle à tous ces chiffres-là. Donc, il y a rien qui est vrai ou qui est faux. Là, il faut juste mathématiser. Quand on vous dit que les prix ils sont chers, bah, ça ne veut rien dire. Quand on vous dit que les taux sont élevés, bah, ça ne veut rien dire. La seule chose qui doit compter, c'est votre retour sur equity. Si votre return on equity il est supérieur à l'inflation, vous avez gagné. Si votre return on equity il est inférieur à l'inflation, vous avez perdu. Fin de l'histoire. C'est la seule chose qui doit avoir un prix dans votre cœur quand vous faites d'investissement locatif. Voilà, et donc vous voyez la deuxième conclusion que j'ai sautée, que l'inflation, ça a un impact immédiatement positif pour l'investisseur locatif. Et encore une fois, personnellement, je trouve ça plutôt bien qu'il y ait eu un plafonnement de l'augmentation du loyer avec dans le cadre de l'inflation, parce que, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont pas vu, le gouvernement a déclaré qu'on ne pourrait pas augmenter de 5,5% les loyers, mais de 3,5% maximum, malgré l'inflation à 5,5%, parce que je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que mine de rien, vous vous en rendez compte aujourd'hui, en tant que propriétaire, votre crédit n'a pas bougé, et ce n'est que du bonus pour vous, c'est que du profit en plus. Et c'est bien que malgré tout, il y ait une partie, on se répartit un petit peu la charge entre tous et ça limite finalement l'impact sur tout le pays. Et je pense que vu l'importance du loyer dans le budget des Français, ça reste important qu'on fasse tous le travail ensemble de garder une cohésion. Mais 3,5, c'est déjà énorme. Sachez que le maximum que moi j'ai vécu, c'est 1,6. Et ça me paraissait déjà énorme à l'époque. Donc voilà, ça c'est hyper important que vous l'ayez à l'esprit. L'inflation, c'est immédiatement positif. C'est triste à dire, c'est un peu cynique. Mais quand il y en a, bah, sachez qu'il faut plutôt s'en réjouir. Et j'insiste, il n'y a pas de taux haut et taux bas, il n'y a pas de prix cher et pas cher, il n'y a que des return on equity qui sont supérieurs ou inférieurs à l'inflation. Et on fait attention à ne pas aller dans des zones qui seraient problématiques, qui vous mettraient en danger.
Donc, je vais maintenant vous partager le modèle, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble et vous êtes officiellement dans la famille Beanstalk aujourd'hui puisque tout ça est confidentiel. Est-ce que vous voyez ma nouvelle page ou pas? Non, vous êtes toujours sur l'ancienne page. Je vais j'arrête le partage et je le reprends. Voilà, partager l'écran. Voilà. Normalement, vous voyez en Excel. Alors, donc là, c'est l'exemple que vous voyez, hein, que moi je vous ai mis sur les présentations. Donc, 160 000, le 14 mètres carrés à Paris où j'ai mis cet apport. Et en fait, vous voyez ici le maximum return on equity. Et vous voyez d'ailleurs à quel moment vous le réalisez, puisque le return on equity dépend fondamentalement en quelle année vous revendez. Le return on equity, normalement, il a une tendance à augmenter, mais donc l'objectif, c'est que vous le gardiez le plus longtemps possible bien. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si je m'arrête là, en année 12, moi, j'ai investi de ma poche 62 000 euros et j'ai un bien qui vaut 141 000 moins 68 000 qui me reste à rembourser. Donc, à peu près 70 000 euros. Donc, moi, j'ai mis 62 et j'ai gagné 70. Donc, pour passer de 62 à 70, ça correspond à peu près à un rythme d'augmentation d'1,3% par an. Donc maintenant, je vous montre ce qui se passe. Comme ça, vous voyez, puisque là, tout ça, ça suppose qu'il y a une baisse du prix du bien, etc. Imaginons que les prix ne bougent pas. Et imaginons que le loyer, que l'inflation, donc voilà, vous avez vu déjà, on est à 4,71 s'il y a une augmentation de loyer à 1%. S'il y a une inflation à 5%. Je le montre parce qu'il faut que vous le voyez de vos propres yeux. Voilà. Voilà ce qui se passe. Je veux juste que vous vous en rendiez compte. Si les loyers augmentent de 5% par an, avec une renta nette à 3,8%, donc ça ne paraît pas grand-chose, 3,8%, une renta réelle à 2,52%, mais je rêve, ça ne donne pas du tout envie. Et ben, malgré tout, vous faites du 16% sur votre retour sur equity. C'est-à-dire que même si vous revendez en année 12, on prend notre année 12, vous faites du 7,22%. Mais ça, c'est en supposant que votre loyer il a considérablement augmenté. Qu'au lieu de gagner 8 000 euros, vous gagnez 14 000 euros. Donc, ça, c'est en supposant que l'inflation, elle se maintienne au niveau qu'on a actuellement. A priori, on souhaite de tout notre cœur que ce ne soit pas le cas parce que je ne sais même pas comment les locataires pourraient payer des loyers comme ça. Mais voilà, c'est juste pour que vous voyez ce que devient le modèle. Et vous pouvez, d'ailleurs, vous pourrez, quand vous aurez accès à ce modèle, jouer. Vous voyez que si je mets moins d'apport, il se passe des choses parfois surprenantes. Voilà, en mettant moins d'apport, j'ai un retour sur equity qui est plus faible, un retour maximum qui est plus faible, mais peut-être qu'il arrive plus tôt. Et en réalité, c'est parce que, bon, vous verrez le détail, ça vous sera expliqué, mais en fait, c'est surtout que je deviens cash flow positif à partir de la 22e année. Donc, ça met un peu plus de temps de devenir positif vu que je dois rembourser tout l'apport. Mais bref, ce qui compte, c'est que vous avez votre principal paramètre dans tout ça, qui est l'augmentation de loyer. Si vous regardez bien, ce qui va le plus impacter votre, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai une inflation ici, elle ne correspond à rien du tout. Ce qui compte, c'est l'augmentation de loyer qui doit être, malheureusement, encore une fois, hein, c'est la seule chose qui bouge avec l'inflation. Donc, là, on démontre mathématiquement, mais de façon un peu cynique, qu'aujourd'hui, l'inflation est un élément favorable pour l'investisseur si je la mets à 3%. Maintenant que j'ai mon apport des frais d'agence et des frais de notaire, j'en sais rien. Voilà. Je fais du 13,51% avec du 3% d'augmentation de loyer par an. Donc vous vous rendez bien compte que ça a un impact très très fort. Et je précise ici, hein, l'inflation n'a aucun impact. Je l'enlève d'ailleurs, ça ne changerait un modèle. Donc c'était à l'époque où je voulais montrer que l'augmentation de loyer était égale à l'inflation. Voilà. Donc, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Je vous avais également mis ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Attendez, je ne sais pas comment faire autrement. Donc, alors, on me demande quand est-ce que ce modèle sera disponible. Il sera disponible au mois de septembre. Et il sera disponible, donc ce sera un Excel intégré à la plateforme Beanstalk. Et vous pourrez évidemment télécharger et jouer avec les résultats sous un format Excel. Le but, c'est que vous ayez accès à ça. Sachez que moi, à titre personnel, je n'utilise que ça. En fait, ces chiffres-là là, que vous voyez, la renta nette et la renta réelle, je ne les regarde quasiment plus. Je me suis rendu compte que la rentabilité locative des biens, c'était quelque chose d'assez anecdotique et que voilà, on était dans une situation un peu
particulière aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite chose avant de répondre à toutes les questions que je vois. N'hésitez pas à les en poser, hein, à alimenter les questions. On va prendre le temps de répondre à toutes. Il nous reste 20-25 minutes. J'arrête ici le partage puisque je n'arrive pas à bouger l'onglet. Je vais repartager ce que je voulais vous mettre. Check. Voilà, on y est. Donc, je voulais vous mettre ce petit QR code qui vous permet, pour ceux qui ont leur téléphone, de simuler leur capacité d'emprunt. Donc, sachez qu'on a mis à jour, on l'a mis à jour là dernièrement parce qu'il y a beaucoup d'évolutions sur le marché en ce moment. Donc voilà, si vous voulez voir comment vous pouvez emprunter, vous utilisez ce petit QR code. Et maintenant que je vous ai montré ça, vous pourrez le faire après. Enfin, vous avez le lien qui va s'ouvrir, mais voilà, vous pouvez le faire après parce que maintenant je vais répondre aux questions. Alors, tchac, donc je commence. Certaines banques proposent des différés d'emprunt, tout à fait, sur 24-36 mois. Alors, 24 maximum maintenant, hein, 36 mois, c'est devenu dangereux. Alors, avec l'inflation, quelle stratégie pour appliquer cette clause? Alors, les banques, effectivement, vous avez une très bonne option. En fait, votre objectif, je vais essayer de schématiser un petit peu là, mais il est toujours mieux de mettre le moins d'apport possible, hein, je vous le dis. Donc, on a la chance en France, on s'en rend pas assez compte, hein, mais on est le seul pays au monde où on se fait financer 100% du prix du bien. Mais même ce qui se passe au-dessus, nous, les Français, on aime bien quand c'est financé. On n'aime pas devoir financer même des frais de notaire ou quoi que ce soit. Sachez qu'on est de très, très loin le pays le plus favorisé au monde sur le sujet. Donc profitez-en, hein, parce que ça peut ne pas durer, hein. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'Allemagne et la Belgique en bénéficient également, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a qu'en France qu'on se fait financer 100% du prix du bien. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais effectivement, vous avez la possibilité de commencer à rembourser le crédit qu'au bout de X mois. Donc là, on me parle dans la question de 24-36 mois. En fait, le maximum que je recommande, moi, il n'existe pas. Il n'y a pas de maximum. Le but, c'est juste que ça colle avec votre modèle. Donc, si dans le modèle, vous pourrez mettre que votre apport, il est, enfin, vous verrez, ce sera ajusté, hein, vous aurez la possibilité de mettre un différé. Vous verrez que le fait de ne pas mettre d'apport, en général, a une tendance à augmenter le retour sur equity. Pourquoi? Parce que votre equity baisse, puisque vous mettez, en fait, vous remboursez très rapidement l'apport que vous avez mis initialement, puisqu'au début, vous touchez des loyers sans verser à la banque derrière. Donc, et on le dit souvent, en général, plus vous empruntez sur des longues durées, mieux c'est, et plus vous avez de différés, mieux c'est. C'est assez rare que les banques acceptent. Pour faire accepter aux banques 2 ans de différé, en général, il faut que les travaux valent au moins 25% du prix du bien. Si vous êtes dans cette situation, vous avez une chance de pouvoir en bénéficier, profitez-en, c'est pas mal. Que penses-tu des locations saisonnières dans des villes comme Cannes? Je suis ravi que tu poses cette question. C'est un vrai sujet chez nous en ce moment. On se pose la question et ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc, on y croit beaucoup. On aime bien. Il faut juste être très, très sélectif sur les villes qu'on va choisir, puisqu'il faut s'assurer. Là, en fait, on est en train de réunir plein d'informations sur les tensions locatives, sur les taux de remplissage, etc. Mais c'est un sujet qui est très intéressant. Voilà. Je dis attention, c'est un sujet qui est assez différent du reste parce qu'il y a il y a un degré de prévisibilité en moins qui est compensé en général par 2 dimensions, à la fois le fait que vous avez des rentas qui sont un peu supérieurs et ensuite le fait que vous avez ce degré de plaisir de pouvoir consommer le bien, et ça c'est souvent un truc qui n'a pas de prix. Pour acheter en région parisienne en ce moment, pas vraiment la peine de s'alarmer à propos des taux. Alors moi, personnellement, je vous dis, alarmez-vous, profitez-en. Je ne vais pas vous cacher, hein, je suis en train d'en acheter 3 mois. Donc, et je paye mes taux beaucoup plus cher que ce que j'aurais payé il y a 6 mois, et je pense que je les paye beaucoup moins cher que ce que je les paierais dans 6 mois, mais ce n'est que ma vision. Et en revanche, les prix de l'immobilier, je peux vous dire, nous, on vend les mêmes apparts qu'il y a 6 mois, au même prix qu'il y a 6 mois, et pourtant, les gens payent leur crédit 2% au lieu de payer 1%. Donc, la théorie comme quoi les taux vont faire baisser les prix, je pense que ça va s'appliquer sur… Je ne dis pas que ça n'aura aucun impact, hein, je ne peux pas le prévoir. Je dis juste, moi, ce que je sais, c'est que la probabilité que les taux augmentent, je la maîtrise beaucoup mieux que la probabilité que les prix baissent. Voilà, historiquement, on m'annonce toujours des baisses de prix ou des hausses de prix. Et voilà, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, on me disait que Paris, ça monterait à 15 000 € le mètre carré. Aujourd'hui, les gens, ils pensent que ça fait que baisser. Il n'y a aucune réalité qui tient vraiment dans le temps. Combien de temps ça va durer l'essor des villes comme Marseille ou toutes les villes balnéaires, j'en sais rien, moi. Tout ça, j'en sais rien.
j'ai plutôt une tendance à dire, regardez si votre modèle il vous convient aujourd'hui et surtout, si votre banque elle vous prête aujourd'hui, profitez-en, on ne sait pas combien de temps le modèle il va tenir comme ça. Et on est de très très loin les plus favorisés au monde. Que se passe-t-il une fois qu'on a remboursé son prêt et que nous sommes en cash flow positif? C'est une très bonne question. Donc là, à ce moment-là, les revenus que vous allez générer, déjà, en général, quand on commence à arriver à ce stade-là, on arrive aussi au stade malheureux où vous avez épuisé tout l'amortissement, pour ceux qui connaissent la LMNP. Donc, il vous reste assez peu de choses à amortir. Donc, vous commencez à payer pas mal d'impôts. Donc, c'est pas grave en soi, parce que ça reste des impôts que vous payez sur des revenus que vous avez générés. Donc, il n'y a plus, il n'y a pas comme ceux qui font de la location nue, cette double peine de devoir rembourser le crédit et de payer des impôts. Mais déjà, ça amoindrit un petit peu le résultat net. Et ensuite, effectivement, là, votre rendement, vous allez le voir sur le modèle quand on vous le rendra dispo, mais vous le voyez déjà. En fait, à la 26e année, vous êtes forcément supérieur à la 25e année, qui est forcément supérieur à la 24e. En fait, vous commencez à être quasiment tous en cash flow positif. Et donc, il n'y a plus d'equity investi. En fait, il n'y a plus de dénominateur. Vous ne pouvez plus regarder combien vous avez gagné sur combien vous avez investi, puisque vous commencez petit à petit à faire disparaître toute l'equity. C'est ça qui est génial. En investissement, globalement, à moins que vous soyez vraiment, vous soyez fait avoir, bon, et je ne vous le souhaite pas, a priori, cet investissement, il va finir par devenir quelque chose que vous avez eu gratuitement si vous l'avez bien fait. À partir de 4% de renta net, on peut considérer qu'au bout de 20 ans, vous aurez eu l'appart gratuitement. Ce qui est sympa. Et d'ailleurs, ce sera une des phrases. Cet appart sera gratuit en 2042. Et je pense que c'est sympa comme concept. Moi, ça me fait du bien de penser qu'un jour, je pourrais dire que je l'ai eu gratos, cet appart. Mais oui, effectivement, on arrivera, quoi qu'il arrive, à un moment où vous aurez un return on equity qui est égal à plus l'infini. Alors, quelle est la différence entre le return sur equity et max return sur equity? C'est une bonne question. En fait, sur le modèle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chaque année, il évoluait sur le return sur equity. Et il y a une année qui l'optimise, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une année pendant laquelle, si vous comparez ce que vous gagnez en revendant le bien potentiellement versus ce que vous avez dû dépenser pour acheter ce bien-là, vous allez voir qu'il y a toujours une année qui est supérieure aux autres. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre cette année-là. Si ça fait du 13% en 2034 et du 14% et du 10% en 2037, ça peut valoir le coup de rester jusqu'en 2037 parce que vous avez fait 10% pendant 3 ans de plus. Donc, il y a là-dessus pas de. C'est pas une consigne, mais disons qu'il y a effectivement une année qui optimise le retour sur equity. Ensuite, on me demande quel est mon avis sur l'accès au crédit en 2023. Je vais répondre la même chose que ce que j'ai répondu en 2017 à mes amis qui me posent la question, ou en 2018, ou en 2019, ou en 2020. Je n'en sais rien, donc il faut en profiter dès qu'on peut. J'espère, moi, je pense qu'on est dans un pays qui est bien structuré, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de structures qui mettent des garanties sur la tête des investisseurs, contrairement à ce que tout le monde veut faire croire. La France est un pays qui est très, très avancé dans son système immobilier. Et j'ai bon espoir que notre système bancaire tienne le choc et qu'il soit toujours en mesure de nous financer. On n'oubliera pas quand même, parce que tout le monde parle depuis 2 ans et demi des nouvelles règles, des nouvelles normes de crédit, on n'oubliera pas qu'on est au pic absolu historique de nombre de transactions en France, donc c'est qu'on trouve quand même des solutions. Et je pense il y a des chances que ça reste, mais dans le doute, profitez-en quand une banque elle vous dit oui, profitez-en. SCI ou non propre, alors c'est un tout autre sujet, mais je vais quand même y répondre. La SCI n'est pas fiscalement intéressante, d'accord? Donc je vais pas vous le démontrer maintenant parce que c'est pas l'objet du webinaire, mais en LMNP vous avez une très très grosse incentive à acheter en nom propre. En revanche, la SCI peut être très pratique dans le cas où vous souhaitez acheter à plusieurs. Il peut y avoir des cas. Alors, donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la location meublée non professionnelle, LMNP, vous êtes donc forcément. Pardon, donc vous faites la LMNP. Si vous êtes en nom propre et si vous êtes en SCI, il y a un point commun, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser l'amortissement, qui est la pépite magique de notre système fiscal. Je ne m'explique toujours pas qu'on ait un truc aussi positif en France d'un point de vue fiscal, mais c'est comme ça. Donc, cette LMNP, elle est très favorable, vous permet de payer très peu d'impôts. En revanche, là où ça change considérablement, c'est le jour où vous revendez. Sur la plus-value, dans un cas, l'amortissement que vous avez utilisé est réintégré, donc dans le cas où vous êtes en SCI, alors qu'il n'est pas réintégré dans le cas où vous êtes en LMNP. Donc, concrètement, si j'achète un bien 200 000 et que je le revends 200 000 dans 10 ans en nom propre
le point de départ de calcul de ma plus-value, ce sera 200 000. Alors que si je l'ai acheté en SCI, on ne fera pas il a revendu 200 000 et il l'a acheté 200 000, donc il a fait 0. Ce sera il l'a revendu 200 000. Certes, il l'a acheté 200 000, mais il a fait 100 000 euros, disons, d'amortissement. Donc, pour nous, il vaut 100 000 son bien. Donc, il fait 200 moins 100 égale 100 de plus-value. Et là, les impôts, c'est plus la même chose. Donc, globalement, là, je recommande le nom propre si vous n'avez pas de problématique de partage ou de transmission ou d'alliance à plusieurs. En revanche, je pense qu'il vaut mieux dans tous les autres cas. Ah, il y a un petit cas auquel je pense là, c'est que si vous faites de la LMNP en nom propre et que vos revenus locatifs dépassent 23 000 euros et dépassent vos revenus par ailleurs, vos revenus du travail, je suis passé par là l'année dernière, vous êtes dans une situation particulière où vous êtes le loueur meublé professionnel. Donc là, vous n'êtes plus considéré comme étant en nom propre. Là, vous subissez le même problème que les gens en SCI pour la plus-value. Vous avez toujours l'amortissement, mais vous n'avez pas le même régime pour la plus-value. Donc c'est important c'est important d'y faire attention. On me pose une autre question. Quel est l'intérêt de calculer Alors, quel est l'intérêt de calculer la rentabilité d'un bien si seul le RCI suffit pour juger la qualité d'un investissement locatif? Alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi on parle encore de rentabilité si, en vrai, le vrai sujet, c'est le RCI ou le return on equity? C'est simple, c'est qu'il y a des gens qui achètent en cash, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui achètent les biens en cash, et pour eux, ce qui compte, c'est la rentabilité locative. Pour tous les autres, effectivement, c'est une erreur de marché qu'on fait tous, et malheureusement, on continuera de le faire, mais oui, je vous le dis, la rentabilité ne sert à rien. Si on est paxé, est-ce qu'on doit faire en SCI? Alors, on ne doit jamais faire en SCI. Je précise, c'est jamais une obligation. La SCI, c'est un choix qu'on fait si vous souhaitez acheter. Vous pouvez tout à fait, quelle que soit votre situation maritale, vous pouvez acheter à plusieurs, même sans SCI. Donc, vous serez en indivision et vous posséderez chacun une partie de l'appart. Par contre, c'est vrai que la SCI est plus flexible et plus agile dans le cas où vous achetez à plusieurs. Typiquement, je vous donne un exemple, c'est que si je possède en indivision un appart avec une autre personne et que moi je souhaite vendre et pas l'autre personne, on a un problème. On va a priori devoir payer des frais de notaire sur ma partie, alors que si on était en SCI et qu'on possédait chacun 50% du bien, c'était juste un changement de destinataire, sur les statuts qui coûtait 800 euros, quoi. Donc c'est pas du tout la même flexibilité si on veut même vendre à la partie avec laquelle on a investi. Ça peut être beaucoup plus simple. Je vous dis, si on achète à plusieurs, je recommande vivement la SCI. Si on achète seul, je recommande vivement d'être en nom propre, à moins d'être LMP, donc d'avoir vos revenus de référence qui dépassent vos revenus qui sont inférieurs à vos revenus locatifs. Là, c'est comme si vous achetiez en SCI. Une recommandation de justice fiscale était de supprimer le système LMNP. Si jamais ce scénario peu probable, j'espère arriver, y a-t-il des portes de sortie? Je vais prier pour que ça ne disparaisse pas, mais sachez que je vois ça depuis que j'ai commencé à investir. Tous les ans, ils en parlent. J'ai jamais vu de projet de loi aller dans ce sens-là. Je pense que ça expose vraiment énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont investi sous ce format-là. Toujours pareil, c'est qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Ça se calcule, ça se mathématise. Moi, ce que je sais, c'est que je vais changer mon modèle. On va ajuster. Au lieu que vous payez 0 d'impôt pendant 16 ans, ce qui se passe dès lors que vous êtes en dessous de 5% de rente nette, au lieu de payer 0 impôt pendant 16 ans, vous allez peut-être payer des impôts au bout de la 4e année. Et ces impôts, il faudra les prendre en compte et ça changera votre RCI. Mais a priori, vous resterez dans un système dans lequel vous êtes largement au-dessus de l'inflation. Pensez à mettre les séparateurs. Oui, tout à fait. Je ferai attention pour l'Excel à rendre plus visible les chiffres. Merci pour la suggestion. Je crois qu'il n'y a plus de questions. C'était un plaisir. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'en ai reçu une encore? Non, j'ai dû rêver. Non. Ok. J'entends un... Ah oui, d'accord, c'est autre chose. Je ne sais pas d'où ça vient. Ok. Ah, j'en ai une. Donc, quel est le pourcentage de cas où les cash flows sont positifs les premières années? Merci.
En fait, ça va arriver dès lors que vous dépassez à peu près 5,5% de renta net et que vous arrivez à avoir des très très bonnes conditions d'emprunt, notamment si vous arrivez à emprunter sur 25 ans. Si vous êtes sur 20 ans, a priori, il va falloir dépasser les 6,5%. Et je recommande juste de faire attention à un point, c'est que si vous êtes en cash flow positif, vous payez de l'impôt dès la première année. Donc, enfin, il faut quand même bien regarder. Mais comme aujourd'hui, je vais être honnête, c'est devenu la croix et la bannière pour avoir une durée d'emprunt à plus de 20 ans sur le locatif. Aujourd'hui, le cash flow positif, il faut vraiment aller le chercher. Hein. Parce que là, les taux, ils ont quand même bien augmenté. Et le cash flow positif, comme vous l'avez vu, ça n'a pas forcément. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir l'equity que j'ai investi, donc mon apport plus la trésorerie que je sors chaque mois, et à la fin, combien je gagne si je revends le bien en année N. Et c'est ça qui me donnera mon retour sur equity. Donc, c'est ça qui me dira en quelle année il faut que je revende pour optimiser et combien j'ai vraiment gagné. Donc, le cash flow positif, le seul avantage, c'est que vous êtes très rapidement dans une situation où votre retour sur equity, il est à plus l'infini. Donc, félicitations. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en cash flow positif que vous n'êtes pas en train d'éclater toutes les rentabilités disponibles aujourd'hui sur le marché. Sachez que ça fait très peur pour ceux qui investissent, vous le savez. Ça fait peur. Les cryptos, les marchés, tout va mal. Alors qu'en investissement locatif, on a quand même des rendements qui sont hyper intéressants. On me demande si on va proposer des investissements locatifs dans le neuf. Alors, pareil, c'est une question de return on equity. Pour l'instant, on trouve des return on equity qui sont particulièrement bas dans le neuf. C'est assez inquiétant. Et il faut savoir également que le neuf, c'est quand même moins de 3% du marché en nombre de transactions. Donc, c'est vraiment une toute petite partie. On va en proposer un jour, mais on a du mal à trouver des rendements qui soient satisfaisants et qui permettent de dépasser l'inflation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nos RCI ne supportent pas le neuf. Voilà. Emprunter en tant qu'expat à Londres, c'est possible. Alors, je vous le précise, c'est tout à fait possible. On a dans l'équipe, si vous le souhaitez, on a une équipe courtage. Beanstalk s'occupe du courtage, donc vous prenez rendez-vous avec eux. Ils seront un plaisir de vous donner toutes ces informations. On a fait déjà pas mal de financements d'expatriés à Londres. Il y a des conditions un peu différentes, mais qui restent très intéressantes. Donc, même avec le Brexit, profitez-en. C'est tout à fait possible. Ah bah, il y a plein de questions qui se rajoutent. Le différé d'amortissement de 3 ans si les travaux sont plus de 5 ans. Alors moi, j'avais vu 2 ans hein, personnellement. Pour moi, le différé d'amortissement maximum aujourd'hui, si les travaux sont plus de 25%, pour moi, c'est 2 ans. Et c'est toujours possible, oui, effectivement. Et c'est une option qui est très intéressante. Donc, ça encourage notamment ceux qui ont des biens avec des rénovations très fortes. Donc, c'est typiquement le profil investisseur. Nice et Toulon sont-elles des villes au sein desquelles vous proposez vos services? Pas encore, mais elles arrivent. On les aime beaucoup. Elles vont arriver. Maintenant, je vous dis très honnêtement, il n'y a pas de ville. Je sais que les gens adorent les classements et je ne sais pas pourquoi vous parlez spécifiquement de ces deux villes. Est-ce que vous y croyez particulièrement? Peut-être elles ont quelque chose en plus à vos yeux, mais sachez que du point de vue de l'investissement locatif, nous, ce qui compte, c'est que ça se loue vite. Rappelons quand même que Beanstalk garantit les revenus locatifs, donc on ne peut pas se permettre d'aller dans des endroits où on n'est pas sûr de louer. Et qu'on a aussi vocation à vous proposer d'acheter des biens pour lesquels vous seriez en mesure de revendre rapidement si besoin. Et on vous aide là-dessus aussi. Donc, on a besoin de villes dans lesquelles il y a beaucoup de tension à la revente. Évidemment, Nice et Toulon vérifient ces deux propriétés. Donc, il y a de fortes chances qu'on y opère rapidement. En région parisienne, hors Paris, intramuros, quelles sont les communes qui vous semblent intéressantes en termes de rentabilité? Je n'ai pas la réponse à cette question puisque vous allez voir une étude paraître sur le sujet, donc une étude Beanstalk sortir la semaine prochaine dans les infos et vous verrez qu'on a pris le temps de tout détailler et vous verrez que en termes de rentabilité, il y a de quoi faire. Mais toujours pareil, ne vous faites pas d'illusions, le capitalisme est très intelligent. S'il y a une renta plus élevée, c'est qu'il y a un risque plus élevé. C'est comme ça. Donc, à la fin, ce qui compte, c'est vraiment, je vous le dis, je vous en supplie, comprenez-le, c'est votre Excel, c'est votre modèle. Si à la fin des comptes, donc je parle bien le jour où vous vendez, vous avez dépassé l'inflation dans votre return en equity, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu. Et plus vous prenez de risques, plus les chances que vous ayez sous-estimé certains coûts sont importantes. Et je vous invite à être très vigilant là-dessus.
Voilà. Donc, je vois qu'il est l'heure. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé, hein, parce qu'il y a eu pas mal de questions et de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop frustrant de ne pas pouvoir me poser les questions en direct. Pour moi, ça l'est, en tout cas. Je me ferai un plaisir pour ceux qui en ont de répondre aux questions que vous pouvez poser sur LinkedIn avec grand plaisir. Et sinon, bah, sachez que nos experts Beanstalk sont à votre disposition pour prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Au revoir.